Les stars classiques de Hollywood n'étaient pas seulement connues pour leur talent, elles avaient aussi certaines des habitudes les plus étranges que vous puissiez imaginer. Qu'il s'agisse d'une obsession pour le carrément dégoûtant ou d'une peur inexplicable des choses quotidiennes, ces histoires vous laisseront vous demander comment certaines des célébrités les plus emblématiques vivaient à huis clos. Marlène Dietrich et sa collection de vêtements pour hommes. L'image publique de Marlène Dietrich en tant que star ne faisait qu'effleurer la surface de qui elle était. Ce qui la rendait vraiment unique était une obsession inattendue. La mode masculine. Ce n'était pas un simple intérêt, mais un choix audacieux et profondément personnel qui a façonné sa vie et sa carrière. Pour Dietrich, ses vêtements n'étaient pas des costumes. Ils faisaient partie de son identité, portés avec une assurance qui défiait les attentes. À une époque où la société poussait les femmes vers les robes et les talons, Dietrich choisit des costumes impeccables, des pantalons serrés et des chemises à boutons. Imaginez-la lors d'une première de film dans les années 1930, défilant dans un smoking élégant, cheveux brillants, lèvres peintes en rouge. Le look était audacieux et impossible à ignorer, remettant discrètement en question pourquoi les vêtements devraient être liés au genre. Elle ne se contentait pas de porter des vêtements pour hommes, elle les redéfinissait. Bien avant que l'androgynie ne devienne une tendance, Dietrich en a fait sa signature. Elle ne renonçait pas à la féminité, elle l'étendait, mélangeant force et douceur pour créer quelque chose de complètement personnel. Pour elle, les vêtements étaient des outils d'auto-invention, non des règles à suivre. Cette passion allait au-delà des apparences. Dietrich étudiait les détails, la coupe d'une veste, le poids du tissu, comment la confection pouvait transformer la posture et l'attitude. Son placard est devenu un sanctuaire de costumes sur mesure, chaque pièce un choix délibéré. Ce n'était pas juste une collection, c'était une rébellion cousue de laine et de soie. Ces choix ont déclenché un effet domino. Les designers prenaient des notes, les spectateurs étaient émerveillés, et peu à peu, les frontières de la mode s'assouplissaient. Dietrich a prouvé que les vêtements pouvaient être un terrain de jeu, pas une prison. Des décennies plus tard, son approche audacieuse continue de murmurer à ceux qui osent brouiller les lignes entre vêtements masculins et féminins. Judy Lewis, la fille cachée d'Hollywood. Dans les années 1930, Loretta Young était la royauté d'Hollywood. Magnifique, charismatique et adorée par les fans. Mais derrière son image soignée se cachait une bombe que peu connaissaient, une romance secrète avec Clark Gable, alors au sommet de sa célébrité en tant que premier rôle dans Autant en emporte le vent. Les deux étaient engagés dans d'autres relations. Gable était marié et Young protégeait farouchement sa réputation irréprochable. Quand Young est tombée enceinte en 1935, un désastre menaçait. Les grossesses hors mariage signifiaient la ruine de carrière à cette époque, alors elle a disparu des feux de la rampe. Sous le prétexte de vacances en Europe, elle a secrètement donné naissance à une fille, Judy. Mais la dissimulation ne s'est pas arrêtée là. De retour à Hollywood, Young n'a pas seulement caché sa maternité, elle a monté une charade élaborée. 1 an plus tard, elle a adopté Judy, la faisant passer pour une orpheline. La vérité? Judy était son enfant biologique. Pendant près de 2 décennies, même Judy crut au mensonge. Les premières années de Judy furent chaotiques. Au lieu de rentrer chez Young, elle passa ses 19 premiers mois à être ballottée entre des crèches et des gardiens temporaires. Young l'adopta finalement en 1936, mais le secret planait sur leur vie. Quand Young épousa le producteur de radio Tom Lewis, Judy prit son nom de famille, devenant Judy Lewis. Le couple eut plus tard 2 fils, créant une dynamique familiale fracturée. Judy ne s'intégra jamais vraiment, puis vint le coup le plus cruel. Young remarqua la ressemblance de Judy avec Gable, notamment ses oreilles caractéristiques. Pour effacer le lien, elle a soumis Judy, âgée de 7 ans, à une chirurgie douloureuse pour raboter ses oreilles. C'était une tentative brutale d'enterrer le passé. À 15 ans, Judy a brièvement rencontré Gable lorsqu'il a rendu visite à Young chez elle pendant un projet de film. Il a posé des questions polies, lui a embrassé le front, puis est parti. Elle n'avait aucune idée qu'il était son père. Gable, qui est mort en 1960, ne l'a jamais reconnu. La vérité a finalement éclaté lorsque Judy, adulte, a découvert des documents révélant sa parenté. En confrontant Young, elle a reçu un aveu froid, mais pas d'excuses. Young a emporté le secret dans sa tombe, refusant de revendiquer publiquement sa fille. Le régime étrange de Charles Laughton. Scotty Bowers, dans son livre Full Service, a révélé de nombreux secrets choquants sur l'âge d'or d'Hollywood. Mais une histoire concernant l'acteur britannique Charles Laughton est parmi les plus étranges. Selon Bowers, Laughton l'a une fois invité, lui et un jeune homme, chez lui pendant que sa femme était absente. Lorsqu'ils sont arrivés, Laughton était dans la cuisine.
en préparant soigneusement un sandwich. Il a déposé des feuilles de laitue fraîche et des tranches de tomates sur du pain au levain, ajoutant un peu de jus de citron, du sel et du poivre. Au début, cela semblait être un repas simple, mais ce qui s'est passé ensuite était tout sauf normal. Lawton prit le sandwich, saisit une casserole et demanda au jeune homme de le suivre dans la salle de bain. Bowers attendait, confus sur ce qui se passait. Après quelques minutes, Lawton est revenu seul, a posé le sandwich sur la table et a agi comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Mais maintenant, la laitue et les tomates étaient enduites d'une substance brun clair. Le jeune homme est arrivé peu après, l'air embarrassé. Sans dire un mot, il a pointé le sandwich, puis a tapoté son postérieur. Bowers se regarda avec incrédulité, puis, sans hésiter, Lawton prit le sandwich et le mangea. Robertino Rossellini. Le scandale qui a secoué Hollywood. En 1949, Ingrid Bergman était déjà une icône de Hollywood, mais elle ne recherchait pas seulement la célébrité. Elle avait une passion profonde pour le cinéma. Elle était particulièrement attirée par le travail du réalisateur italien Roberto Rossellini, dont les films la captivaient. Au lieu de simplement admirer son travail à distance, elle a pris une initiative audacieuse et lui a écrit une lettre exprimant son admiration et proposant une collaboration. Cette lettre a tout changé. Rossellini était impatient de travailler avec Bergman et l'a choisi pour son prochain projet, Stromboli. Mais leur collaboration n'était pas seulement professionnelle. Au fur et à mesure du tournage, leur lien est devenu romantique, menant à une liaison. Le problème? Bergman était encore marié à Peter Lindström, et dans les années 1950, Hollywood s'attendait à ce que ses stars maintiennent une image parfaitement propre. Une liaison extra-conjugale n'était pas seulement un ragot, c'était une menace pour la carrière. Les choses se sont compliquées encore plus lorsque Bergman est tombée enceinte. En 1950, elle a donné naissance à un fils, Robertino Rossellini, transformant le scandale en une crise totale. La réaction du public a été brutale. Les fans qui adoraient autrefois Bergman la voyaient maintenant comme une disgrâce. Elle n'a pas seulement été critiquée, elle a été vilipendée. Hollywood s'est distancé d'elle, la presse était implacable, et même les politiciens américains se sont mêlés de l'affaire. Un sénateur l'a fameusement qualifié d'exemple de mœurs perverties sur le sol du Sénat. Robertino est né au milieu de la tempête. Contrairement aux autres enfants de célébrités, il n'était pas seulement le fils de parents célèbres. Il était le symbole d'un scandale qui a secoué l'industrie. En grandissant, il portait le poids des choix de ses parents, vivant dans un monde qu'il avait déjà jugé avant même qu'il puisse comprendre pourquoi. Bergman, ostracisé par Hollywood, a déménagé en Italie pour être avec Rossellini. Bien que sa carrière se soit finalement rétablie, les années d'exil ont laissé un impact durable, non seulement sur elle, mais aussi sur Robertino. Il est grandi en sachant que sa naissance avait été le catalyseur de la chute de sa mère, un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Son enfance n'a pas seulement été marquée par la célébrité, elle a été définie par la controverse. Le regard constant des médias, la tension entre ses parents, et le fait de savoir que l'histoire de sa famille était murmurée dans le monde entier. Tout cela a laissé des cicatrices. Il était un spectateur innocent dans une tempête à laquelle il n'avait jamais demandé de participer, mais il devait vivre avec ses conséquences. L'obsession de Ronald Reagan pour les jeunes vierges. Ronald Reagan est surtout connu pour sa carrière politique. Mais avant la Maison-Blanche, il était une vedette à Hollywood durant les années 1940 et 50. Cependant, l'une des histoires les plus inconfortables de ces années à Hollywood provient de l'actrice Piper Laurie, sa co-vedette dans le film de 1950, Louisa. Dans ses mémoires, Laurie a fait une déclaration choquante. Reagan, alors âgé de 39 ans, lui a pris sa virginité alors qu'elle n'avait que 18 ans. Laurie a écrit que Reagan l'a d'abord charmé sur le plateau de Louisa, où il jouait son père. Il semblait être un vrai gentleman, demandant même à la mère de Laurie la permission de l'emmener sortir. Mais au lieu d'une soirée glamour à Hollywood, Reagan a invité Laurie et sa mère chez lui, où il a préparé un simple repas de steak haché et de salade. Les choses ont pris une tournure inattendue après le dîner. Reagan a conduit Laurie à la chambre et, selon elle, il était tout sauf romantique. Elle l'a décrit comme un amant vantard qui se glorifiait de maintenir une érection pendant 40 minutes et a même mentionné le prix de son préservatif. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Laurie se souvenait que Reagan était inattentif, et quand elle a avoué qu'elle n'avait pas atteint l'orgasme, sa réponse a été froide. Il lui a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi que tu devrais corriger. » Pour Laurie, ce qui aurait dû être une première expérience mémorable s'est transformé en une rencontre gênante et décevante, qu'elle évoquerait plus tard comme un signe de l'insensibilité de Reagan à huis clos. Norman Chaplin. La naissance.
Le fardeau d'un nom célèbre. Charlie Chaplin, l'une des icônes du cinéma muet hollywoodien les plus légendaires, avait une vie personnelle tout aussi dramatique que ses films. Parmi ses nombreux scandales, sa relation avec l'actrice Lita Grey se distingue comme l'une des plus controversées. Leur liaison a non seulement provoqué un émoi à Hollywood, mais elle a également façonné la vie de leur fils, Norman Spencer Chaplin. Tout a commencé alors que Charlie travaillait sur The Kid. À l'époque, Lita n'était qu'une adolescente, et leur relation est rapidement devenue un scandale. Charlie étant une figure majeure d'Hollywood et beaucoup plus âgée que Lita, le public la remarquait. Dans une industrie où les liaisons n'étaient pas rares, les choix de Chaplin ont tout de même réussi à attirer de vives critiques. Lorsque Lita a découvert qu'elle était enceinte, les choses ont dégénéré. Les deux se sont précipités dans le mariage en 1924, mais leur union a été troublée dès le début. Lita a plus tard affirmé qu'elle avait été poussée à l'épouser, et leur relation s'est rapidement détériorée. Ce qui aurait dû être une étape joyeuse s'est transformé en une situation stressante et volatile. Puis vint la naissance de leur fils, Norman, le 7 juillet 1928. Son arrivée aurait dû être une occasion joyeuse, mais la tension dans le foyer était indéniable. Le poids de la relation défaillante de ses parents et la tension incessante des médias ont créé un environnement loin d'être idéal pour un nouveau-né. À mesure que le mariage se détériorait, les choses ont empiré. Les disputes de Charlie et Lita sont devenues des spectacles publics, remplissant les journaux de titres sur leurs querelles amères. Lita accusait Charlie de négliger sa famille au profit de sa carrière, et rapidement, leurs batailles privées sont devenues un scandale à Hollywood. Pour Norman, grandir au milieu de ce chaos devait être accablant. L'obsession extrême de Howard Hughes pour l'hygiène. Howard Hughes était un homme brillant avec de nombreux talents. Il est devenu célèbre pour son travail dans l'aviation, le cinéma et les affaires. Mais avec son succès, il avait une forte peur des germes. Cette peur contrôlait de nombreux aspects de sa vie. Il passait des jours, parfois même des semaines, enfermé dans des pièces sombres pour éviter les germes. Ces maisons étaient scellées hermétiquement pour empêcher la saleté et les bactéries d'entrer. Les fenêtres étaient couvertes, rendant les pièces sombres et solitaires, comme s'il vivait dans un monde sans soleil. Hughes se lavait les mains encore et encore. Il les frottait tellement que sa peau devenait rouge et saignait parfois. Il ne se contentait pas d'un lavage rapide. Il les nettoyait longuement, comme s'il croyait que la saleté invisible était toujours là. Sa peur des germes le poussait à éviter les gens autant que possible. Il communiquait souvent avec les autres par note ou par interphone, au lieu de les rencontrer en personne. Il utilisait des mouchoirs pour toucher les objets et avait des règles spéciales pour manipuler les articles pour les garder propres. Même en volant, Hughes voulait se sentir à l'abri des microbes. Il concevait ses avions en pensant à la propreté. Il volait souvent seul ou avec très peu de personnes pour garder l'avion aussi propre que possible. Il est étrange qu'un homme qui aimait voler ait également peur de l'air autour de lui. Hughes avait un esprit brillant, mais ses peurs rendirent la vie très difficile. Il a accompli de grandes choses, mais en même temps, il était piégé par ses propres pensées. L'obsession de Mae West pour l'astrologie. Mae West, connue pour sa confiance en elle et son esprit vif, avait une passion secrète qui influençait beaucoup de ses choix, l'astrologie. Elle ne la voyait pas simplement comme un passe-temps amusant, mais comme un guide sérieux pour sa vie. Aucune décision majeure n'était prise sans d'abord consulter les étoiles, que ce soit pour sa carrière, ses relations, ou même le moment de ses activités quotidiennes, tout devait être en accord avec l'astrologie. May croyait que les mouvements des étoiles façonnaient son destin. Sa fascination était si profonde qu'elle a écrit une pièce intitulée « La pécheresse constante », remplie de thèmes astrologiques. Ce n'était pas juste une référence occasionnelle. Les signes du zodiaque et les influences célestes étaient une partie clé de l'histoire, reflétant sa forte croyance en l'astrologie. Sa confiance en l'astrologie s'étendait aussi à ses interactions avec les gens. May jugeait souvent les autres en fonction de leurs signes astrologiques et estimait que certains signes étaient mieux adaptés pour être autour d'elle. Certains rapports suggèrent qu'elle chronométrait même ses réunions et ses contrats en fonction de positions planétaires favorables. Dans un monde aussi imprévisible qu'Hollywood, May trouvait du réconfort dans les étoiles. L'astrologie lui donnait un sentiment de contrôle sur sa vie et sa carrière. Bien que beaucoup la voyaient comme intrépide et indépendante, elle s'appuyait discrètement sur les conseils cosmiques pour guider son chemin. Pour May, les étoiles n'étaient pas juste des lumières lointaines dans le ciel. Elles étaient sa feuille de route personnelle vers le succès et le bonheur. L'obsession de Peter Sellers contre la couleur violette.
Leslie avait une étrange peur. Il était terrifié par la couleur violette. Leslie n'était pas comme les personnages drôles et maladroits qu'il jouait dans les films. Dans la vraie vie, il était difficile et imprévisible. Il perdait souvent son calme, rendant la collaboration avec lui difficile. Sur les plateaux de tournage, il criait sur ses femmes, cassait des assiettes, et brandissait même un fusil de chasse en colère. Son mauvais comportement ne s'arrêtait pas là. Il se disputait avec les réalisateurs et les producteurs, même s'ils avaient plus de pouvoir que lui. Si un membre de l'équipe le contrariait, il les faisait parfois renvoyer. Il avait aussi des croyances étranges. L'une d'elles venait du célèbre réalisateur, Vittorio De Sica. Pendant le tournage de After the Fox, De Sica a réprimandé une script girl pour avoir porté du violet. Il lui a dit que le violet était la couleur de la mort. Sellers prenait cela très au sérieux. À partir de ce moment, il croyait que le violet était dangereux. Chaque fois qu'il voyait la couleur violette, il paniquait. Il faisait des crises et exigeait que tout ce qui était violet soit enlevé. Cette peur rendait son comportement encore plus imprévisible. Les gens autour de lui ne savaient jamais ce qui le mettrait en colère. Les croyances étranges de Sellers et son tempérament explosif le rendaient difficile à travailler. Beaucoup le voyaient comme un acteur brillant, mais sa vie personnelle était pleine de chaos. Sa peur du violet n'était qu'une des nombreuses choses qui faisaient de lui un homme difficile et inhabituel. L'obsession de Charlie Chaplin pour les femmes plus jeunes. Charlie Chaplin était un acteur, réalisateur et comédien célèbre, surtout connu pour son rôle de Charlot. Il faisait rire le monde entier, mais sa vie personnelle était pleine de controverses. Beaucoup de gens l'ont critiqué pour son fort intérêt pour des femmes très jeunes. Cela a façonné à la fois ses relations et sa carrière, faisant de lui un sujet de débat même aujourd'hui. Chaplin a épousé sa première femme, Mildred Harris, en 1918 alors qu'il avait 29 ans. Elle n'avait que 16 ans à l'époque. Leur relation a commencé quand elle avait 15 ans, montrant une grande différence d'âge entre eux. Leur mariage n'a duré que 2 ans, mais cela a établi un modèle pour les futures relations de Chaplin. Après son divorce d'avec Harris, Chaplin a continué à fréquenter des adolescentes. Sa deuxième femme, Lita Gray, avait 16 ans lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter. Ils se sont mariés quand elle avait 18 ans et Chaplin 35 ans. Leur relation avait de nombreux problèmes. Gray était jeune et inexpérimenté, tandis que Chaplin était beaucoup plus âgé et contrôlant. Leur mariage s'est terminé par un divorce chaotique et très public. Pendant le procès, de nombreux détails choquants sur le comportement de Chaplin ont été révélés, ternissant davantage sa réputation. Même après ce scandale, Chaplin a continué à poursuivre des femmes beaucoup plus jeunes. Son troisième mariage était avec Paulette Goddard, une actrice qui avait 21 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Chaplin en avait 47. Contrairement à ses relations précédentes, celle-ci était plus discrète et l'écart d'âge était plus faible. Néanmoins, le schéma de Chaplin choisissant des femmes beaucoup plus jeunes a continué. Le quatrième et dernier mariage de Chaplin fut avec Una O'Neill, la fille du dramaturge Eugene O'Neill. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'ils se sont mariés, tandis que Chaplin avait 54 ans. Malgré la grande différence d'âge, ce mariage fut le plus stable et durable de la vie de Chaplin. Contrairement à ses relations précédentes, Una lui est restée dévouée jusqu'à sa mort en 1977. Ils ont eu 8 enfants ensemble, et beaucoup pensent qu'Una lui a apporté la stabilité qu'il n'avait jamais eue auparavant. L'obsession de Gloria Swanson pour la santé et le jeûne. Gloria Swanson était plus qu'une simple star glamour d'Hollywood. Elle était une pionnière de la santé et du bien-être bien avant que cela ne devienne à la mode. Connue pour son apparence saisissante et sa présence puissante à l'écran, elle était tout aussi passionnée par le maintien de sa santé, grâce à des habitudes alimentaires strictes et au jeûne. À une époque où les aliments transformés gagnaient en popularité, Swanson a rejeté la norme et adopté un mode de vie centré sur une alimentation naturelle et biologique. Son parcours vers une vie soucieuse de la santé était motivé par une profonde conviction que l'alimentation jouait un rôle crucial dans la longévité et le bien-être. Elle examinait tout ce qu'elle mangeait, s'assurant que ses repas étaient exempts d'ingrédients artificiels et de conservateurs. Alors que la plupart des gens appréciaient les aliments riches et transformés, Swanson suivait un régime strict de légumes crus, fruits, noix et graines. Elle était également une des premières défenseurs du juicing, préparant régulièrement des jus frais de légumes et fruits pour maintenir son énergie et son apparence jeune. Le jeûne était un autre élément majeur de la routine santé de Swanson. Elle croyait que s'abstenir de nourriture pendant de longues périodes l'aidait à purifier son corps et son esprit. Parfois, elle passait des jours à consommer uniquement de l'eau ou des jus frais, convaincue que cette pratique améliorait sa clarté mentale et sa santé globale. Bien que beaucoup trouvaient ces méthodes extrêmes, Swanson y tenait, sûre de leurs bienfaits.
Son dévouement à la santé s'étendait au-delà de sa vie personnelle. Elle parlait souvent publiquement de nutrition et de bien-être, encourageant les autres à être attentifs à ce qu'ils consommaient. Beaucoup à Hollywood s'inspiraient de son mode de vie, suivant son exemple et faisant des choix plus sains. Malgré les critiques des sceptiques, Swanson n'a jamais vacillé dans ses convictions. Son approche du bien-être ne consistait pas seulement à avoir une belle apparence, mais à se sentir forte, à la fois physiquement et mentalement. L'enfant qui n'est jamais né. Dans les années 40, Gary Cooper incarnait le parfait premier rôle hollywoodien, séduisant, charismatique et adoré par les fans du monde entier. Patricia Neal, une étoile montante à part entière, était fascinée par lui. Leur connexion fut immédiate et, bientôt, ils furent emportés dans une romance tourbillonnante. Mais il y avait un gros problème. Cooper était déjà marié. Leur aventure n'était pas juste une amourette hollywoodienne de plus, c'était un scandale retentissant. Patricia était profondément amoureuse, mais la réalité de leur situation était impossible à ignorer. Elle offrait son cœur à un homme qu'elle ne pourrait jamais vraiment avoir, et ce genre d'amour entraîne inévitablement un chagrin. Puis tout après une tournure dramatique, Patricia est tombée enceinte. Ce qui aurait dû être un moment de joie s'est rapidement transformé en cauchemar. Cooper, craignant les répercussions, l'a pressé de mettre fin à la grossesse. Patricia s'est retrouvée face à un choix déchirant, auquel elle ne s'attendait jamais. Imaginez être jeune, amoureux, et soudainement accablé par une décision qui façonnerait le reste de votre vie. À la fin, elle a suivi les souhaits de Cooper, mais la douleur ne l'a jamais vraiment quitté. Nancy Sinatra, le poids d'un secret de famille. Nancy était déterminée à tracer sa propre voie. Elle avait un amour profond pour la musique et voulait construire une carrière basée sur ses propres talents, pas seulement sur son nom de famille célèbre, mais cela s'est avéré être une arme à double tranchant. D'une part, la réputation de son père ouvrait des portes. D'autre part, elle créait des attentes énormes. Chaque chanson qu'elle sortait, chaque performance qu'elle donnait, était sans cesse comparée à son héritage. Certains jours, elle se sentait capable d'embrasser la célébrité de son père comme un avantage. D'autres fois, cela semblait être une norme impossible à atteindre. Elle ne cherchait pas seulement à être musicienne, elle voulait être reconnue comme une personne à part entière. Mais le monde n'était pas prêt à la voir autrement que comme la fille de Frank Sinatra. Au-delà de l'industrie musicale, le poids émotionnel du passé de son père ne s'est jamais vraiment dissipé. Elle aspirait à une connexion avec lui qui ne soit pas obscurcie par de vieux scandales. Mais c'était difficile lorsque le monde refusait d'avancer. Peu importe le succès qu'elle réalisait, elle luttait toujours contre le récit de sa naissance. Malgré cela, Nancy refusait de se laisser définir par cela. Sa vie ne se résumait pas à porter un nom de famille célèbre. Il s'agissait de prouver qu'elle était plus qu'un simple produit des drames hollywoodiens. Elle voulait honorer l'histoire de sa famille sans en être prisonnière. Et peu importe le poids de l'héritage de son père, elle continuait à avancer, déterminée à être reconnue pour qui elle était vraiment. Katie Wagner, à la recherche de sa propre identité. L'histoire de Robert Wagner et de sa fille, Katie Wagner, est remplie de glamour hollywoodien, de complexité familiale et de la lutte pour l'identité. Robert Wagner, connu pour son charme et sa présence à l'écran, a eu une brève relation avec l'actrice Marion Marshall, et de cette romance est née Katie. Mais grandir en tant que fille d'une star hollywoodienne n'est jamais simple. La carrière de Wagner était en pleine ascension, et sa relation avec Marion n'a pas duré longtemps. Peu de temps après, il a épousé Natalie Wood, l'une des plus grandes stars de l'époque, apportant une toute nouvelle dynamique dans la vie de Katie. Dès son plus jeune âge, Katie a dû naviguer à travers les défis uniques d'appartenir à une famille très médiatisée. Alors que certains pourraient penser que naître dans la royauté hollywoodienne est un rêve, cela s'accompagne également d'attentes et de comparaisons. Avec la célébrité de son père et la présence de Natalie Wood comme belle-mère, Katie se trouvait constamment dans l'ombre de deux grandes figures. Imaginez essayer de se forger sa propre identité, alors que tout le monde autour de vous est plus intéressé par les stars auxquelles vous êtes connecté. Chaque fois que quelqu'un mentionnait son père, il parlait aussi de Natalie, rendant difficile pour Katie d'exister en dehors de leur héritage. C'était comme vivre dans un monde où elle était toujours perçue comme une extension de leur célébrité, plutôt qu'une personne avec ses propres ambitions et rêves. Hollywood peut être un endroit impitoyable, encore plus lorsque vous y êtes né. Ce n'était pas seulement de gérer la célébrité, il s'agissait de composer avec les dynamiques familiales compliquées qui l'accompagnaient. Son père l'adorait, mais
Mais ses relations et l'attention médiatique constante ont créé un monde où les moments personnels devenaient souvent des discussions publiques. Katie a dû trouver comment équilibrer l'acceptation de son héritage, tout en définissant qui elle était au-delà du nom Wagner. Son histoire reflète ce que nombreux enfants de célébrités vivent. Le délicat équilibre entre honorer un parent célèbre tout en essayant de se démarquer par eux-mêmes. Ce n'est pas seulement une question de glamour, mais aussi de trouver son identité dans un monde qui a déjà décidé qui vous êtes censé être. Judy Garland a été forcée de prendre des médicaments pour contrôler son poids. Judy Garland était le visage de l'innocence dans Le Magicien d'Oz, mais en coulisses, les studios MGM la traitaient plus comme un produit que comme une personne. Et l'une des vérités les plus troublantes à émerger du vieux Hollywood était la manière dont les jeunes acteurs, surtout les femmes, étaient contrôlés par les studios, et le cas de Garland était particulièrement tragique. Dès son adolescence, les dirigeants de MGM la forçaient à prendre des amphétamines pour supprimer son appétit et garder son poids bas. Pour aggraver les choses, ils lui donnaient aussi des barbituriques pour l'aider à dormir après de longues heures sur le plateau. Le cycle de stimulants et de sédatifs a rapidement conduit à une dépendance, quelque chose avec laquelle Garland a lutté pour le reste de sa vie. Elle a plus tard parlé de la façon dont on lui permettait à peine de manger, les dirigeants des studios ridiculisant constamment son poids. Louis B. Mayer, le directeur de MGM, l'aurait appelé une petite truie grassouillette avec des nattes. Les mauvais traitements ne se sont pas arrêtés aux pilules. Garland a également été soumise à des horaires de travail épuisants, à la manipulation émotionnelle et même au harcèlement de la part d'hommes puissants de l'industrie. Les pressions de sa carrière, combinées au contrôle du studio sur son corps, ont eu des conséquences dévastatrices. Elle a lutté contre la dépendance pendant des décennies, et malgré son immense talent, le traitement que Hollywood lui a réservé a contribué à sa chute tragique à seulement 47 ans. Le sombre secret d'Errol Flynn concernant son implication avec des jeunes filles mineures. Errol Flynn, la star flamboyante des aventures de Robin des Bois, était connu pour son charisme, son charme et sa vie personnelle tumultueuse. Mais derrière son image de playboy se cachait une vérité bien plus sombre. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur les relations de Flynn avec des filles mineures, et en 1942, ces murmures ont conduit à des ennuis judiciaires lorsqu'il a été accusé de viol sur mineurs. 2 adolescentes l'ont accusé de les avoir séduites, et bien qu'il ait réussi à éviter une condamnation, grâce en partie à l'influence d'Hollywood et une équipe d'avocats puissants, l'affaire a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Le style de vie de Flynn n'était un secret pour personne à Hollywood. Il assistait fréquemment à des fêtes somptueuses où des jeunes filles mineures auraient été fournies à des hommes puissants. Il avait même un yacht notoire où de nombreuses rencontres douteuses auraient eu lieu. Son charme et son statut de star lui ont permis d'échapper à de graves conséquences, mais sa réputation ne s'en est jamais vraiment remise. Même après sa mort, d'autres détails troublants sur sa vie ont continué d'émerger. Des rumeurs circulaient disant qu'il avait des liens avec des activités illégales, et certains biographes ont affirmé qu'il avait même une fascination pour le fascisme. Bien qu'Hollywood ait aidé à redorer son image publique, la vérité sur la vie personnelle de Flynn reste l'un des scandales les plus sombres de l'ancien Hollywood.